Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Avant de commencer, merci à toutes celles et ceux qui regardent, s'abonnent et soutiennent la chaîne. Merci sincèrement, c'est très important pour moi et je vous en suis reconnaissant. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision prise par la Suède. Une décision importante. Une décision qui devrait obliger la France à se regarder dans un miroir. Depuis le 13 juillet 2026, la Suède applique de nouvelles règles permettant de tenir davantage compte du comportement d'un étranger lorsqu'il demande certains titres de séjour ou lorsqu'il en possède déjà un. En clair, pour pouvoir rester en Suède, il ne suffit plus toujours d'avoir obtenu un document administratif à un moment donné. Il faut également respecter les règles du pays. Il faut se comporter de manière honnête. Il faut respecter les lois, les règlements et les décisions des autorités. Et lorsqu'une personne étrangère ne remplit plus ces exigences de bonne conduite, son titre de séjour peut, dans certaines situations, être refusé ou retiré. La Suède vient donc de rappeler un principe que l'Europe occidentale semble parfois avoir oublié. Vivre dans un pays dont on n'a pas la nationalité n'est pas seulement une accumulation de droits, cela implique également des devoirs. Et parmi ces devoirs, il en existe un qui devrait être évident. Respecter le pays qui vous accueille. Commençons par les faits. Parce que sur l'heure du réel, nous ne sommes pas là pour inventer une loi qui n'existe pas. Nous sommes là pour expliquer ce qui a véritablement été adopté. La nouvelle législation suédoise renforce ce que les autorités appellent l'exigence de bonne conduite. Le terme suédois employé est celui de vandel. Alors désolé pour la prononciation. Cela correspond, en substance, à la manière dont une personne respecte les lois, se comporte honnêtement et respecte les règles de la société. L'agence suédoise des migrations vérifiait déjà si le demandeur d'un titre de séjour avait commis des infractions en Suède. Désormais, elle peut aussi prendre davantage en compte certains comportements qui ne constituent pas forcément des infractions pénales, mais qui contreviennent aux règles que la société entend faire respecter. Les autorités peuvent notamment regarder si la personne respecte les lois, les règlements et les décisions des autorités, si elle a accumulé d'importantes dettes, si elle a fourni de fausses informations, si elle subvient à ses besoins de manière malhonnête, si elle adopte de manière répétée des comportements contraires aux règles, ou encore si elle entretient des liens avec des réseaux criminels. La loi ne dit pas qu'un étranger sera expulsé parce qu'il a reçu une contravention de stationnement. Attention. Elle ne dit pas qu'une erreur isolée entraînera automatiquement une expulsion. L'agence suédoise d'immigration précise elle-même que les incidents mineurs et isolés ne devraient normalement pas suffire. En revanche, lorsque les faits sont répétés, sérieux ou démontrent une absence de respect durable des règles communes, ils peuvent peser dans la décision. Tant mieux. Et cela peut conduire au refus ou au retrait du titre de séjour. C'est important. Il y a donc une évaluation. Il y a une décision administrative. Cette décision doit être motivée. L'administration doit respecter les principes de légalité, d'objectivité et d'impartialité. Et la situation est examinée individuellement. Ce n'est pas un policier qui expulse quelqu'un sur le trottoir parce qu'il trouve son attitude désagréable. Attention, il faut être précis. Mais une fois cette précision apportée, le fond de la décision reste extrêmement clair. La Suède considère désormais que le comportement d'un étranger peut peser davantage sur son droit d'obtenir ou de conserver certains titres de séjour. Et c'est bien cela qui change profondément le message politique. Pendant des années, une partie du débat public européen a donné le sentiment qu'une fois un droit au séjour obtenu, sa remise en cause devenait politiquement presque impossible. Comme si le droit de rester devenait immédiatement définitif. Comme si toute remise en question était suspecte. Comme si expulser un étranger constituait nécessairement une injustice. Mais un titre de séjour n'est pas la nationalité. Ce n'est pas la même chose. Un citoyen français possède un droit à vivre en France. Il ne peut pas être expulsé de son propre pays comme pourrait l'être un étranger soumis au droit de séjour. Un ressortissant étranger, lui,
vit en France parce qu'un droit de séjour lui a été accordé en fonction de règles très précises. Travail, études, vie familiale, protection internationale ou autres motifs prévus par la loi. Ce droit peut être durable. Il peut être parfaitement légitime. Il peut concerner des personnes intégrées, honnêtes, travailleuses et respectueuses. Mais il ne devrait pas devenir une autorisation de tout faire sans jamais risquer de perdre le droit de rester. Voilà le principe que la Suède vient de renforcer. Et ce principe me paraît relever du bon sens. Et oui, quand vous entrez chez quelqu'un, vous respectez son domicile. Tout ce que je dis, ça paraît évident. Vous ne dégradez pas ses affaires. Vous ne menacez pas ses enfants. Vous ne refusez pas ses règles. Vous ne profitez pas de son hospitalité tout en lui expliquant qu'il n'a plus le droit de vous demander des comptes. Un pays n'est évidemment pas une simple maison, mais le principe de responsabilité demeure. Quand un État vous permet de vivre sur son territoire, d'y travailler, d'y étudier, d'y construire une famille ou de bénéficier de sa protection, il est normal que cet État exige en retour le respect de ses lois et de ses institutions. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas une vengeance, c'est une condition élémentaire de la vie collective. Le problème de nombreuses démocraties occidentales, c'est qu'elles ont progressivement séparé les droits des devoirs. On parle constamment du droit d'entrée, du droit de rester, du droit au logement, du droit aux aides, du droit à la vie familiale, du droit à la protection, du droit au recours. Et tous ces droits peuvent avoir une justification. Mais dès que l'on prononce le mot devoir, une partie du débat politique et médiatique se crispe. Attention. Le devoir de respecter les lois? Le devoir de ne pas frauder? Le devoir de ne pas participer à un réseau criminel? Le devoir de ne pas menacer les habitants? Le devoir de ne pas détourner les prestations sociales? Le devoir de respecter les décisions de l'administration et de la justice? Pourquoi ces exigences paraissent-elles soudaines choquantes? Une société ne peut pas fonctionner durablement si elle ne parle que des droits et refuse d'imposer des responsabilités. Les droits protègent la personne contre l'arbitraire, et heureusement. Les devoirs protègent la collectivité contre l'abus. Il faut les deux, c'est nécessaire. Mais en matière d'immigration, la responsabilité a trop souvent disparu du débat. C'est triste. L'étranger qui respecte la France travaille honnêtement, élève ses enfants dans le respect des lois, de la laïcité et participe à la société n'a rien à voir avec celui qui fraude, menace, agresse ou participe à des réseaux criminels. Les mettre systématiquement dans la même catégorie sous le simple mot d'immigrés est absurde. Et c'est même profondément injuste pour tous les étrangers qui se comportent correctement. La fermeté ne consiste pas à soupçonner tout le monde. Elle consiste à savoir distinguer. Distinguer celui qui respecte le pays de celui qui le méprise. Distinguer celui qui travaille honnêtement de celui qui organise la fraude. Distinguer celui qui veut construire une vie paisible de celui qui participe à un réseau criminel. Distinguer celui qui respecte les conditions de son séjour de celui qui les a lui-même rompues. Il faut maintenant répondre à l'accusation qui arrive presque automatiquement dans ce débat. Le racisme, la xénophobie, la haine de l'étranger. Non. Dire qu'un étranger qui commet des faits graves ou refuse délibérément de respecter les règles peut perdre son droit de séjour, ce n'est pas juger sa couleur de peau. Ce n'est pas condamner son origine. Ce n'est pas attaquer sa religion. C'est juger son comportement et sa situation au regard du droit. Et la différence est fondamentale. Une personne ne choisit pas son origine, mais elle est responsable de ses actes. Un étranger honnête n'a pas à être assimilé à celui qui commet des actes graves ou fraude le système. C'est justement pourquoi il faut distinguer les comportements individuels au lieu de raisonner par origine ou par communauté. Car, lorsque l'État refuse d'agir contre les délinquants étrangers qui peuvent légalement être éloignés, qui en paie aussi le prix? Les étrangers honnêtes. Ce sont eux qui subissent l'amalgame. Ce sont eux qui voient leur image dégradée. Ce sont eux qui risquent d'être assimilés
au comportement d'une minorité que l'État ne parvient pas toujours à sanctionner ou à éloigner. Une politique ferme contre les individus dangereux n'est donc pas une politique contre tous les étrangers. Elle protège la société et distingue clairement ceux qui respectent le pays de ceux qui refusent ses règles. Il faut toutefois faire attention à une expression. Dire que la Suède expulse désormais tous les étrangers qui se comportent mal, entre guillemets, serait faux. Parce que, entre guillemets, se comporter mal pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Être poli, parler trop fort, mal se garer, se disputer avec un voisin, ce n'est pas cela que prévoit le dispositif. La réforme vise des comportements objectivement appréciables au regard des règles de bonne conduite. Le non-respect répété des règles, les fausses informations, les moyens de subsistance malhonnêtes, les dettes importantes, les infractions, les liens avec des réseaux criminels. Et l'autorité doit mettre les faits reprochés en balance avec les raisons pour lesquelles la personne bénéficie d'un droit de séjour. L'agence suédoise précise également que les nouvelles règles renforcées ne s'appliquent pas de la même manière à tous les titres de séjour. Certains titres fondés sur le droit européen ne sont pas concernés et ces exigences renforcées ne s'appliquent pas à l'évaluation d'une demande de protection internationale. Attention. Cette précision n'affaiblit pas le sujet, elle le renforce. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser l'arbitraire, il s'agit de restaurer la responsabilité. Une politique solide ne repose pas sur une impression ou sur une colère. Elle repose sur des faits établis, une procédure et une décision applicables. Ce qui rend cette décision particulièrement intéressante, c'est qu'elle vient de Suède. Pendant longtemps, la Suède a été présentée comme l'un des pays européens les plus ouverts en matière d'immigration et d'asile. Un pays généreux, un modèle moral, une société qui pensait pouvoir accueillir largement sans remettre en cause son équilibre. Mais depuis plusieurs années, le discours politique suédois s'est durci. Pourquoi ? Parce qu'un État peut défendre des principes généreux et finir par constater que certaines réalités ont été sous-estimées. La criminalité organisée, les réseaux, les fraudes, les difficultés d'intégration, les tensions sociales. Je ne dis pas que chaque problème de la Suède vient de l'immigration. Ce serait faux. Mais il serait tout aussi faux de prétendre que les difficultés liées à l'immigration et à l'intégration sont absentes du débat politique suédois. La politique suédoise actuelle traduit donc une rupture. Le gouvernement ne veut plus seulement contrôler l'entrée sur le territoire. Il veut également renforcer les exigences liées au maintien de certains droits au séjour. C'est une évolution importante. Et lorsqu'un pays aussi longtemps présenté comme un modèle d'ouverture adopte ce type de règles, l'Europe entière devrait se demander pourquoi. Et la France ? Eh oui, parlons maintenant de la France. La France possède déjà des procédures permettant d'éloigner certains étrangers. Il existe les obligations de quitter le territoire français, qui ne sont jamais appliquées. D'ailleurs, Macron avait promis 100% d'expulsion, enfin concernant les OQTF. On voit ce qu'il en est devenu. Il existe des expulsions administratives dans certaines situations liées notamment à l'ordre public. Il existe les interdictions de territoire prononcées par les tribunaux. Il existe également des possibilités de retrait ou de refus du titre de séjour dans différentes situations. Donc ne racontons pas que la France ne dispose d'aucun outil. Ce serait inexact. Le problème français se trouve aussi dans l'écart entre certaines décisions prises et leurs exécutions réelles. Une décision est prononcée, puis elle ne peut pas être exécutée. Un recours est engagé, puis un autre obstacle apparaît. Le pays d'origine peut refuser ou tarder à délivrer les documents nécessaires. L'administration peut manquer de moyens. La personne peut disparaître. Des mois ou des années passent. Et pendant ce temps, beaucoup de Français entendent régulièrement le même discours. Nous allons être fermes. La loi sera appliquée. Ceux qui doivent partir partiront. Mais bien sûr. Mais combien partent réellement ? Combien restent malgré une décision d'éloignement ? Combien de fois découvre-t-on, après un drame,
que l'auteur faisait déjà l'objet d'une mesure administrative. Et combien de fois les responsables politiques viennent-ils ensuite expliquer que les procédures sont complexes? Les procédures sont peut-être complexes, mais gouverner, c'est précisément affronter ces difficultés. Ce n'est pas les réciter devant les caméras après chaque échec. L'enjeu dépasse largement l'immigration. Lorsqu'un État prend une décision mais ne parvient pas à l'exécuter, il affaiblit sa propre crédibilité. Et oui, une obligation de quitter le territoire qui reste sans effet perd une partie de sa portée. Une interdiction qui n'est jamais contrôlée devient une annonce. Une frontière qui n'est pas réellement maîtrisée perd une partie de sa signification. La loi sans exécution perd de son autorité. L'autorité sans conséquence perd de sa force. Et une nation qui ne parvient plus à décider effectivement qui peut rester sur son territoire affaiblit sa souveraineté. C'est évident. C'est cela le véritable sujet. La Suède ne se contente pas de prononcer un discours moral. Elle modifie les critères permettant d'obtenir ou de conserver certains titres de séjour. Elle donne à son administration des possibilités supplémentaires. Et elle affirme politiquement que le comportement peut peser davantage lorsque le droit au séjour est évalué. La France, elle, multiplie souvent les déclarations. Mais les déclarations n'expulsent personne. Les conférences de presse ne protègent personne. Les promesses prononcées après chaque drame ne remplacent pas une politique exécutée. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut également sortir d'une confusion morale. Accueillir ne signifie pas renoncer à soi-même. Être humain ne signifie pas être impuissant. Respecter la dignité d'une personne ne signifie pas accepter tous ses actes. On peut considérer qu'un étranger mérite une protection, puis constater qu'il a commis des faits graves, on peut lui reconnaître des droits, puis lui demander de répondre de ses actes. On peut respecter sa dignité humaine, puis décider, lorsque le droit le permet, qu'il n'a plus le droit de séjourner dans le pays. Il n'y a aucune contradiction. La dignité est due à chaque être humain. Le droit de vivre durablement dans un pays étranger, lui, dépend des conditions juridiques. Mélanger les deux permet de rendre toute politique impossible. Dès que l'État veut agir, on lui répond parfois que la personne a une histoire. Bien sûr qu'elle a une histoire. Tout le monde en a une. Mais une histoire personnelle n'annule pas les conséquences des actes. Et qu'en est-il de l'histoire des victimes? Qu'en est-il de la famille agressée, du commerçant racketté, de la femme menacée, des femmes violées, du policier attaqué, du contribuable escroqué? Pourquoi leur histoire devrait-elle disparaître derrière celle de l'auteur? La compassion qui oublie les victimes n'est plus de la justice. La France doit-elle s'inspirer de la Suède? À mes yeux, oui. La France devrait s'inspirer de ce principe. Pas en copiant aveuglément chaque ligne de la loi suédoise, loin de là. Nos institutions ne sont pas identiques. Nos règles constitutionnelles ne sont pas les mêmes. Nos engagements européens et internationaux doivent être pris en compte. Mais le principe doit être posé clairement. Un ressortissant étranger qui commet des faits graves, fraude durablement, participe à des réseaux criminels ou représente une menace sérieuse ne doit pas pouvoir considérer son droit de séjour comme définitivement acquis lorsque la loi permet de le remettre en cause. La procédure doit être légale. Les faits doivent être établis. La décision doit pouvoir être contrôlée. La situation familiale et personnelle peut être examinée lorsque le droit l'exige. Mais au terme de la procédure, lorsque la décision d'éloignement est devenue définitive et exécutable, elle doit être exécutée. Pas dans 10 ans, pas après un nouveau drame, pas uniquement lorsqu'une affaire devient médiatique. Elle doit être exécutée parce que la crédibilité de l'État en dépend. Certains répondront qu'il existe des cas dans lesquels une personne ne peut pas être légalement renvoyée. Parce qu'elle risque la torture, parce qu'elle risque des traitements interdits par le droit, parce que son pays refuse de la reconnaître, parce qu'aucun document de voyage ne peut être obtenu. Ces situations existent, il ne faut pas les nier, mais leur existence ne justifie pas l'inaction générale. Un cas juridiquement impossible à exécuter n'est pas une excuse pour ne pas exécuter tous les autres.
Lorsque certains pays d'origine refusent ou tardent à reprendre leurs ressortissants, la France doit utiliser les leviers diplomatiques et politiques dont elle dispose. Les visas, la coopération, les relations consulaires. Et lorsque cela est juridiquement et diplomatiquement possible, d'autres instruments de la politique extérieure. La politique étrangère existe aussi pour défendre les intérêts français. Un gouvernement n'est pas élu pour expliquer éternellement pourquoi il ne peut rien faire. Il est élu pour obtenir des résultats. Il faut aussi distinguer les étrangers des Français. Une personne française, même criminelle, ne peut pas simplement être expulsée de France comme un étranger soumis au droit de séjour. Elle doit répondre de ses actes devant la justice française. C'est normal. La France est son pays. Il existe des situations très particulières de déchéance de nationalité, strictement encadrées, mais elles ne correspondent pas au sujet d'aujourd'hui. Notre débat concerne donc le droit au séjour des personnes étrangères. Cette précision évite les slogans approximatifs. Dire, entre parenthèses, expulsons tous ceux qui se comportent mal, fermez les parenthèses, ne signifie rien juridiquement si l'on mélange citoyens français et ressortissants étrangers. Pour défendre une politique ferme, il faut savoir exactement de qui et de quoi l'on parle. La fermeté, ce n'est pas la brutalité forcément. On présente souvent deux choix caricaturaux, désolé. Soit tout accepter, soit devenir inhumain. C'est faux. Il existe une autre voie, celle d'un État sérieux, un État capable d'accueillir lorsque cela est justifié, un État capable de protéger ceux qui ont réellement besoin de protection, un État capable de reconnaître le travail et l'intégration, mais également un État capable de dire non, capable de retirer un droit lorsque les conditions légales le permettent, capable de sanctionner, capable d'éloigner, capable de faire appliquer ses décisions. La fermeté, c'est une règle connue à l'avance, une procédure régulière, une décision motivée, des voies de recours prévues par le droit, puis une exécution réelle lorsque la décision devient définitive et applicable. La brutalité, ce serait l'arbitraire. La faiblesse, c'est lorsque plus aucune décision ne produit de conséquences. Les dirigeants français parlent souvent de respect dû aux institutions. Mais le respect fonctionne dans les deux sens. Le peuple doit respecter la loi. L'État doit aussi protéger ceux qui vivent sur son territoire. Et respecter les citoyens, c'est faire respecter les règles communes. C'est protéger les habitants. C'est agir avant que le drame. C'est agir avant le drame lorsque cela est possible. C'est refuser que les victimes deviennent la variable d'ajustement d'un système incapable d'exécuter certaines décisions légalement prononcées. Beaucoup de Français demandent que les décisions soient réellement appliquées, que les frontières aient une signification, que le titre de séjour ne soit pas transformé en droit irrévocable lorsque la loi prévoit qu'il peut être retiré, que l'étranger qui respecte la France soit distingué de celui qui l'agresse, la fraude ou la menace. Est-ce vraiment si extrême? Est-ce réellement haineux? Ou est-ce simplement le fonctionnement normal d'un État souverain? La souveraineté, c'est la capacité d'un État et d'un peuple à décider des règles qui s'appliquent sur leur territoire, dans le cadre des institutions et des engagements juridiques qui sont les leurs. Qui entre? Qui reste? Sous quelles conditions? Et avec quelles conséquences lorsque les règles sont violées? Sans capacité réelle de décision et d'exécution, la démocratie s'affaiblit. On peut voter, on peut débattre, on peut écouter les promesses. Mais si aucune décision concrète ne peut être mise en œuvre, le vote perd une partie de son sens. La Suède vient de faire un choix. Elle affirme que le respect des règles doit compter davantage dans l'attribution et le maintien de certains titres de séjour. Ce choix peut être discuté. Il peut être contrôlé. Son application produira probablement une jurisprudence. Mais le pays agit. Et il rappelle une chose fondamentale. L'accueil ne supprime pas la capacité du pays qui accueille à fixer et faire respecter les conditions de séjour. Cela ne signifie pas qu'il faille applaudir sans réfléchir chaque utilisation future de la loi suédoise.
Une règle fondée sur la bonne conduite doit être appliquée avec des critères précis. Elle ne doit pas servir à sanctionner une simple opinion politique légale. Elle ne doit pas permettre de retirer un titre parce qu'un fonctionnaire n'apprécie pas la personnalité d'un individu. Elle ne doit pas transformer une erreur mineure et isolée en sanction disproportionnée. C'est précisément pour cela que l'Agence suédoise des migrations indique que chaque situation doit faire l'objet d'une évaluation globale, individuelle et proportionnée. Demander des garanties contre l'arbitraire ne revient pas à être tiède. C'est la condition qu'une politique ferme soit juridiquement solide. Une décision mal fondée peut être contestée. Une politique qui ne respecte pas ses propres règles s'affaiblit elle-même. Pour être forte, la fermeté doit être applicable. Ce que la Suède nous oblige à demander. En fait, la décision suédoise nous oblige donc à poser plusieurs questions à nos propres dirigeants. Pourquoi un titre de séjour devrait-il être maintenu lorsqu'une personne fraude volontairement le système qui l'accueille, lorsque le droit le permet, son retrait? Pourquoi un étranger lié à un réseau criminel pourrait-il continuer à bénéficier d'un droit au séjour lorsque les faits sont établis et que la loi permet d'agir? Pourquoi le refus répété de respecter certaines décisions des autorités ne pourrait-il avoir aucune conséquence sur le droit de séjour? Pourquoi la France prononce-t-elle des mesures qu'elle ne parvient pas toujours à exécuter, comme les OQTF? Pourquoi faut-il parfois attendre un drame pour découvrir le parcours administratif d'un individu? Et surtout, combien de victimes faudra-t-il encore avant que l'exécution effective des décisions légalement prises devienne une priorité politique? Voilà les véritables questions. Je défends une règle simple. Toute personne étrangère qui vient en France et respecte sincèrement notre pays doit être traitée avec dignité et conformément à la loi. Elle doit pouvoir travailler lorsqu'elle en a le droit, vivre en sécurité, élever sa famille, construire sa vie selon les conditions prévues par la loi. Mais celui qui choisit la fraude, la violence, la criminalité ou le mépris répété des règles doit savoir que son droit de séjour peut être remis en cause lorsque la loi le permet. Pas en fonction de sa couleur, pas en fonction de son nom, pas en fonction de sa religion, en fonction de ses actes et de sa situation juridique. Et lorsque la décision légale d'éloignement est devenue définitive et exécutable, elle doit être exécutée. Cette position n'est pas une attaque contre les étrangers. Elle consiste à défendre la responsabilité individuelle et la capacité de l'État à faire appliquer ses règles. En conclusion, la Suède vient de poser un principe simple. Le comportement peut désormais peser davantage sur le droit d'obtenir ou de conserver certains titres de séjour. Celui qui respecte les règles n'est pas concerné par cette réforme, de la même manière que celui qui les viole de façon répétée. Fournit de fausses informations, vit de manière malhonnête ou entretient des liens avec des réseaux criminels. La question pour la France n'est donc pas seulement de savoir si elle possède des textes. La question est de savoir si elle possède la volonté et les moyens de les appliquer. Vouloir protéger son pays n'est pas une honte. Exiger le respect de ses lois n'est pas de la haine. Et considérer qu'un étranger qui commet des faits graves peut perdre son droit de séjour lorsque la loi le permet n'est pas une atteinte à la dignité humaine. C'est le fonctionnement normal d'un État qui fixe des règles et les fait respecter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et merci encore à celles et ceux qui regardent, partagent, commentent et soutiennent l'heure du réel. Merci sincèrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle politique suédoise. Ça m'intéresse. La France devrait-elle s'en inspirer? Le comportement d'un étranger doit-il pouvoir remettre en cause son titre de séjour? Et surtout, pensez-vous que notre pays était encore capable d'appliquer réellement les décisions d'éloignement qu'il prononce? N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à laisser un commentaire et à vous abonner à l'heure du réel. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à défendre une parole libre, claire et fondée sur les faits. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur l'heure du réel. Au revoir et merci.